avec une taille, pardon, comment comparer deux groupes avec une taille qui soit supérieure à 30. Parce que si c'est inférieur à 30, on ne peut pas utiliser le test Z, qui nous permet de calculer le P, d'avoir le P. D'accord? Donc, on utilise un autre test. C'est le test T de student. Comment le calculer, le test de student? Tout à l'heure, pour le test Z, si vous vous rappelez, on a utilisé le théorème qui disait que la variance d'une différence, elle était égale à la variance des valeurs de cette différence. Hein? Voilà, je reprends rapidement un petit rappel sur le théorème. Voilà, entre deux variables est égale à la somme des deux variances. Voilà. Ici, dans le test T, on ne va pas utiliser ce théorème. Le test du student, on le qualifie aussi de test T. Alors, alors, le calcul de T, c'est la formule, c'est la même, enfin, d'une manière globale, hein, c'est delta sur l'écart type de delta. Mais l'écart type de delta dans le test T, on ne va pas le calculer de la même manière que l'écart type que nous avons utilisé dans le test Z et qui disait que la variance du différence, elle était de deux variables, elle était égale à la somme des deux variances. D'accord? Vous voyez très bien. Voilà l'écart type ou bien la variance de la différence de M1 et de M2 avec le test D. Le test T, elle est égale à la somme de la variance sur N1 plus la somme de la variance sur N2. Alors, cette variance-là, comme vous l'avez vu, il n'y a ni 1 ni 2. Ce n'est ni la variance de l'échantillon 1 ou bien du groupe 1, ni la variance du groupe 2. C'est ce qu'on appelle une variance commune des deux moyennes que nous allons calculer. Voilà. On estime la variance des moyennes par la variance commune, ici, avec le test T, on estime la variance des moyennes par une variance commune des deux échantillons. Et cette variance des deux moyennes, elle est égale et la variance des deux moyennes, elle est égale, la formule de calcul, elle est égale, S carré, elle est égale à N1 moins 1, la taille de l'échantillon du groupe 1, ou bien l'échantillon 1 moins 20, qu'on multiplie par la variance de l'échantillon 1, plus N2 moins 1, qu'on multiplie par la variance de l'échantillon 2, et le dénominateur, c'est N1 plus N2 moins 2. D'accord? Ça, c'est la variance commune que nous allons utiliser pour calculer l'écart type de delta en utilisant le test T. Voilà. Voilà. Donc, avant d'utiliser cette formule, il va falloir calculer le S carré. Et le S carré, comment on le calcule? D'accord? On le calcule en utilisant le S1 carré et le S2 carré, avec bien sûr les effectifs. Donc, le calcul de T, donc, il est égal à la valeur absolue de M1, la différence M1 moins M2 sur l'écart type de la variance sur l'écart type de S carré N1 plus S carré sur N2. Et on sait très bien hein, que T suit ce qu'on appelle une loi de Student à N1 plus N2 moins 2 degrés de liberté.
C'est bon? C'est clair ou pas? Donc, je reprends. Pour calculer le S carré delta, c'est-à-dire l'écart type de delta, pour calculer l'écart type de delta, on est obligé de calculer la variance de delta. La variance de delta, contrairement à tout à l'heure, elle n'est pas égale à la somme des variances calculées dans les deux échantillons, mais elle est égale à une variance commune sur N1, la somme de la variance commune sur N1 plus la variance commune sur N2. Cette variance commune, voici ce S carré, voici sa formule de calcul. S carré, elle est égale, comment on la calcule? N1 moins 1, qu'on multiplie par S1 carré, la variance de l'échantillon, plus N2 moins 1, la taille de l'échantillon 2 moins 1, qu'on multiplie par la variance de l'échantillon 2, et le dénominateur, c'est N1 plus N2 moins 2. C'est clair? Est-ce que c'est clair ou pas? Vous me dites. J'attends vos réponses. Fahmtou elle est là. Vous avez compris? Oui, vous avez des questions? Très bien, ça marche. D'accord? Ça marche. Très bien, on continue. Oui, il y a une réponse aussi, je pense. Et là, on calcule le T. Voilà la formule de calcul, le T. Donc, on dit le T. Comment je vais avoir le P? Puisque l'objectif T, on calcule le test et on cherche le P dans ce test. Pour le test T ne suit pas la loi normale ou la loi Z. Il suit une loi, ce qu'on appelle une loi de Student. Et cette loi de Student, les valeurs sont différentes. Les valeurs sont différentes. Les valeurs de alpha, les valeurs de T sont différentes. Les valeurs de T sont différentes d'un degré de liberté à un autre. D'accord? Voilà. Roh la loi T. Bon, on revient à notre exercice, un exercice d'application. On verra le P ensemble. On calcule le T. Le T, on va chercher le P, puisqu'on a l'objectif T, c'est le P. D'accord? Donc, ici, comme vous voyez très bien, que la taille des échantillons, elle est inférieure à 30. Le premier échantillon est égal à 15, le deuxième, il est égal à 12. Hein? Donc, ici, je ne peux pas utiliser le test Z, puisque les tailles de l'échantillon, elles sont inférieures à 30. Là, on est devant le calcul de la moyenne du taux de cholestérol entre deux groupes. Un groupe de sujets non traités par un médicament, par exemple, et un groupe de sujets qui sont traités par un médicament. D'accord? Et on calcule le taux de cholestérol moyen chez chacun de ces groupes. Chez le groupe de non traités, le cholestérol moyen, il est égal à 1,81, avec l'écart type à la moyenne qui est égal à S1, c'est-à-dire le S1, c'est important le S1, et pour le groupe 2, il est égal à 1,41. Donc, on voit très bien que le taux de cholestérol, ici, dans cet exercice, il est plus élevé chez les sujets non traités. Il y a une différence. Cette différence, elle est observée. Mais on ne sait pas, est-ce que cette différence, elle est liée au hasard, ou bien est-ce que c'est réellement lié au fait que les sujets ne sont pas traités, n'ont pas un médicament pour leur diminuer le taux de cholestérol. Et pour vérifier cette différence, si elle est au hasard ou bien elle est liée au traitement ou pas, on va utiliser un test statistique. Et le test statistique approprié dans cet exercice, c'est le test T. Pourquoi le test T? Premièrement, parce qu'il s'agit d'une comparaison de deux variables quantitatives, c'est-à-dire qui s'expriment par des moyennes, et la taille de l'échantillon ou bien la taille de chacun des groupes, elle est inférieure à 30. Donc, pour cela, le test le plus approprié, le test Yochruj, d'accord, c'est le test T. D'accord? Donc, alors,
le test T, on a vu comment le calculer. Hein? Donc, vous savez très bien, le test T, il est égal à la différence, ou bien à delta en valeur absolue, sur l'écart type de delta. Comme ici, la formule de calcul de l'écart type pour le test T, elle est différente à celle, du test Z. D'accord? On ne va pas utiliser les deux variances des deux groupes séparément, mais on va utiliser une variance commune. Cette variance commune, on connaît comment elle doit se calculer. Voilà, c'est N1 moins 1 moins, qu'on multiplie par S1, c'est-à-dire la variance dans le groupe 1 au carré, c'est 0,5, plus N2 moins 1 que je multiplie par S2 carré, voilà, et le tout divisé par N1 plus N2 moins 2. D'accord? S carré égale à 0,21. Maintenant, je vais appliquer la formule directement. Je vais juste mettre les valeurs qui correspondent à chaque partie, voilà, à chaque partie de la formule de calcul de T. Voilà, donc là, c'est la différence des moyennes, 1,81 moins 1,41. Et là, c'est la variance commune S carré 0,21 que je divise 15, plus 0,21 que je divise 12, c'est-à-dire la taille de l'échantillon 2, puisqu'il s'agit d'un écart type. Là, ça, sans la racine carrée, c'est le S carré. Mais avec la racine carrée, c'est, voilà, si je lève, avec la racine carrée, c'est l'écart type c'est l'écart type. Voilà. Et je trouve une valeur de T égale à 2,27. Le nombre de degrés de liberté ici, il est égal, on a vu, il est égal à N1 plus N2 moins 2. Je fais 15 plus 12 moins 2 égale à 25. J'ai le T. Maintenant, je vais chercher le P. Cette fois-ci, le P, je dois, pour chercher le P, je dois, puisque j'ai appliqué le test T de student, je dois aller le chercher sur la table de student que je vous ai donnée, si vous vous rappelez. Bien sûr, la table de student fait les DDL. Là, cette colonne-là, c'est les degrés de liberté. Toutes les valeurs qui sont au milieu dans le case, ce sont les valeurs de T. Et là, vous avez l'alpha. L'alpha, c'est-à-dire qui vous oriente vers le P. Hein? C'est ça le plus important. Hein? D'accord? C'est en fonction. Donc, je dois lire en tenant compte la table de student, en tenant compte du nombre de degrés de liberté, de la valeur de delta et de la valeur, pardon, de T. Et à ce moment-là, ça me permet de trouver la valeur de P. Je dois tenir compte. Donc, عندي la TDL, عندي la valeur de T. نفرق على le P avec ces deux valeurs. Nous avons, alors, dans notre exemple, 15 plus 12 moins 2, c'est 27 moins 2, c'est 25. DDL, année 25. Voilà. Je suis au 25. La valeur de TT, elle est égale à 2,27. 2,27, elle se situe où ici? Bon, là, on a 2,30, 2,17. Elle se situe là. D'accord? Donc, et là, je cherche ici quel est le P qui lui correspond. On voit très bien que le P qui lui correspond, c'est un P qui est inférieur à la valeur de 0,04, c'est-à-dire inférieur à 5%. Oui, il y a une question. Voilà, P égale à 0,04. Très bien. P, on va dire inférieur à 0,04, puisque je n'ai pas une valeur exacte de P. Hein. Je sais qu'il est moins de 0,04. Il est entre 0,03 et 0,04. Donc, je peux dire inférieur à 0,04 en étant à l'aise. Je ne précise pas de valeur. Je ne dis pas il est égal à telle valeur parce que je n'arrive pas à la déterminer ici sur la table. Mais la chose est certaine que P, il est inférieur à 0,04. D'accord? Qui dit inférieur à 0,04 dit inférieur à 0,05. Et le 5, c'est la valeur seule pour accepter, pour rejeter ou pas l'hypothèse nulle.
Bon, j'ai une autre question. Voilà, la personne. Oui, s'il vous plaît, attendez. Hein. J'ai des petits soucis avec la souris. Bon, allez. Voilà. Oui, 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 il y a quelqu'un qui pose une question. Ah, d'accord, madame. Ah, voilà. P, il est entre 0, voilà, comme tu peux P. Il est situé là, le P. M'indique la valeur exacte, c'est 1. Mais elle est située entre 0,03 et 0,04. Donc, chose est sûre, P est inférieur à 0,04. M'indique une valeur précise. D'accord? Donc, si je dis inférieur à 0,04, cela sous-entend, cela sous-entend, veut dire aussi qu'il est inférieur à 0,05. Parce que N, je cherche par rapport à 0,05. D'accord? Pour que je puisse rejeter ou pas l'hypothèse nulle. Là, cette probabilité, elle est faible. Elle est faible de ne pas se tromper si je rejette l'hypothèse nulle. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je l'accepte ou bien je la rejette, l'hypothèse nulle, dans cette situation, s'il vous plaît? Aïe, je vais voir vos réponses. Hein? Bravo, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. Ça marche, je suis contente. Aïe. Très bien. Voilà, je continue. Voilà, donc il existe une différence à ce moment-là significative du taux de cholestérol, le LDL, hein, le je ne sais pas, cholestérol, etc., entre les groupes qui sont traités par un médicament et qui ne sont pas traités par un médicament. Donc, le taux de cholestérol, il est plus faible chez les sujets traités, c'est-à-dire qui prennent un médicament. C'est que les médicaments, il a eu un effet. Ce test T de student, hein, bien sûr, il a quelques conditions qu'on ne va pas vous demander de les vérifier. Bon, premièrement, les distributions des populations soient normales, les variances égales ou bien inférieures, les variances dans les deux groupes soient égales, de telle sorte, lorsque vous divisez la variance du groupe par la variance du groupe 2, elle soit inférieure à 30, ou bien les tailles des échantillons soient égales. Généralement, hein, dans ce genre, quand je vous donne un exercice et que je demande, et pour lequel il faudrait un test de student, il faudrait utiliser un test de student, déjà, on vous dit à l'avance que les deux populations sont normales, etc. Et vous allez, quand vous allez répondre, vous allez dire, on va utiliser le test du student pour les raisons suivantes, parce que la taille de l'échantillon, elle est inférieure à 30, donc je ne peux pas utiliser le test Z, j'utilise le test de student parce que dans l'énoncé, déjà, on vous met deux groupes qui suivent dans la distribution du taux de je ne sais pas quoi, suit une loi normale avec des variances égales. Et vous allez le dire. Quand vous allez utiliser ce test, vous allez argumenter pourquoi. D'accord? Voilà. Voilà, et j'ai terminé ces deux tests. Est-ce que vous avez des questions? Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je vous montre, s'il vous plaît, vous voulez que je vous montre comment calculer le... Attendez, je reviens. Est-ce que vous voulez que je vous montre... Est-ce que vous voulez que je vous montre comment on lit les tables? Alors, vous me dites, est-ce que vous avez des questions? C'est notre dernière séance, hein, puisque la semaine prochaine, c'est la fermeture de la fac de médecine. Hein. On ne pourra pas se voir. Pardon? C'est-à-dire, je n'ai pas compris les S. Je n'ai pas compris votre question. Les S, c'est les variances, oui, oui, puisque nous sommes devant un caractère quantitatif. Caractère quantitatif, c'est la moyenne, c'est l'écart type. Qui dit écart type dit variance. Avant de calculer l'écart type, on calcule d'abord la variance. Si vous vous rappelez. Oui, allez-y. Quelle est votre question?
J'attends votre question, Aya. J'attends votre question, Malish. Alors, alors oui, quand on utilise le test de Fischer et le T2. Alors, quand je vous ai dit le test de Fischer, il n'y a pas de condition d'application. Bon, il permet tout d'abord, il faut savoir que c'est un test qui permet de comparer deux caractères qualitatifs, c'est-à-dire qu'il s'exprime en pourcentage, lui et le petit 2. Hein, d'ailleurs, le cours, c'est la comparaison de deux pourcentages. D'accord. Le Fischer, quand on le test, l'utilisation du test de Fischer ne nécessite pas des conditions préalables. D'accord. Par contre, mais il est difficile à calculer. Et il est plus précis. Le seul inconvénient, c'est qu'il est difficile à calculer. Les avantages, elles sont deux. Il ne pose pas de conditions et il est plus précis. Le qui 2, kiff, je l'utilise. Hein, je peux utiliser le qui 2 ou bien le Fischer. Par contre, le qui 2, il faut vérifier les conditions d'utilisation terme. C'est que les cases doivent avoir, c'est-à-dire le MP et le MQ, doivent être supérieurs ou égales à 5. Voilà. Madame, je n'ai pas compris comment P est inférieur à 0,04. Ah, j'ai expliqué ça plusieurs reprises. Hein. Vous pouvez demander à vos camarades. Je vous ai montré la table. Donc, on va comment faire les tables. Là, la table. Ah, là, je reviens à la table. Pardon, hein, pardon. Alors, je reviens à la table. Là, la table. Hadouma. Tout ce qui est, toutes ces valeurs-là, ce sont les valeurs du T. D'accord. Maintenant, vous avez les DDL. Cette colonne-là, ce sont les degrés de liberté. D'accord. Et là, vous avez le alpha, c'est-à-dire le P. Qui dit alpha dit P. J'ai utilisé le test T. Je l'ai calculé pour une certaine DDL. Où est-ce qu'il est Alors, DDL égale 25. C'est la somme des deux échantillons. C'est 15 plus 12 moins 2 égale 25. Le TTR, il est égal à 2,27. Donc, il est entre 2,30. فرقته في la table. 2,27. تحوسوا لها في la table. لهنا لقيتها ici. Je n'ai pas trouvé la valeur exacte de T égale à 2,27. J'ai trouvé entre ces deux valeurs. Il ne peut être qu'ici, 2,27. Entre 2,30 et 2,17. D'accord. Donc, le P, il est certainement situé, le P qui lui correspond, ou bien l'alpha qui lui correspond, il est situé entre le 0,03 et le 0,04. Comme je n'ai pas une valeur précise de P, d'accord, mais il est entre les deux, je dirais que le P, il est inférieur à 0,04, chose qui est sûre. Supposons que j'ai trouvé 2,7 T égale à 2,30. À ce moment-là, le P qui lui correspond, c'est 0,03. C'est précis, c'est clair. C'est bon maintenant. Supposons, hein, pour une DDL égale à 25, j'ai calculé T, j'ai trouvé T égale à 2,30. Celle qui est à la valeur de 2,30, mais le gars à 2,30, DDL 25. Donc le P, la barre jaune, le P, donc, il est égal à 0,03 puisque T est égal à 2,27. Mais ici, je suis une valeur, je ne l'ai pas trouvée sur la table à 2,27, mais je sais qu'elle est située entre 2,30 et 2,17. Donc, ce qui correspond à ce que P est situé également entre 0,03 et 0,04. C'est clair? C'est clair? Vous me répondez. Ah, très bien, c'est bien. Alors, d'autres questions? Et pourquoi on rejette? On utilise la taille d'échantillon égale à 30, on utilise le test Z. Hein? Elle est strictement inférieure à 30. Alors, voilà, son petit, quand elle est égale à 30, les 20 chauffes, strictement inférieure à 30. Donc, cela sous-entend, lorsqu'elle est égale à 30, on utilise le test Z. Ça marche?
Mais si au moins un des échantillons a une taille qui est inférieure à 30 ou l'autre a une taille supérieure à 30, le mieux c'est d'utiliser le test T. Voilà. Autre question? Écran en pause. C'est bon. Ah, l'écran. Je vais vous montrer rapidement. Alors, je vais vous montrer rapidement. On va voir ensemble. Bon, vous avez les tables statistiques, puisque vous allez les utiliser. Voilà l'écran en pause. Ah, ça y est, déjà. Voilà, ça, c'est la table de la loi normale centrée réduite, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, vous avez les valeurs de Z, et ici, vous avez les alphas qui lui correspondent. D'accord? Voilà, les chauffeurs, on a vu ça déjà, hein, et on va l'utiliser. Ça, ce sont les alphas, et ça, ce sont les valeurs de Z. Et dans la loi normale centrée réduite Z, vous voyez très bien qu'on n'utilise pas les DDL. Par contre, voilà la table de student ici. Elle est plus détaillée. Hein? Elle est plus détaillée que celle que je vous ai montrée. Si vous voulez. Vous avez les alphas. Tout ça, ce sont les valeurs de alpha, c'est-à-dire les P. Tout ça, ce sont les valeurs de T que vous allez calculer. Et là, c'est les DDR. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous calculez un test, vous avez la valeur du test, vous avez la valeur de la DDR qui est égale à N1 moins N2, N1 plus N2 moins 2, supposons qu'elle est égale à 10, et vous avez une valeur de T qui est égale à 3, par exemple, 69, et vous cherchez alpha qui lui correspond ou bien le P qui lui correspond. Alors, d'après vous ici, alpha qui lui correspond, c'est combien? J'attends une réponse. Un des 3,169 pour une DDL égale à 10. Alpha qui lui correspond, c'est combien, s'il vous plaît? 0,01. 0,01, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que 0,01, qu'est-ce que vous pensez de cette valeur? Est-ce qu'avec cette valeur de P, on rejette l'hypothèse nulle ou bien on ne la rejette pas? Je vous rappelle que le P, c'est la probabilité de se tromper en rejetant l'hypothèse nulle. J'ai 3 réponses. Alors, on rejette l'hypothèse nulle. Très bien. Supposons maintenant, pour une DDL égale à 10, je trouve une valeur de T égale à 1, ici, 0,80 à 1,093. Quel est le P qui lui correspond? Je suis là, je suis là. 1,093. Qu'est-ce que vous pensez? Le P qui lui correspond, il est égal à combien? Oui, il est égal à 0,3. Que pensez-vous du 0,3? Que pensez-vous du 0,3? Est-ce qu'il est en pourcentage? Comment on l'exprime en pourcentage? On n'accepte pas l'hypothèse nulle. On n'a jamais parlé d'accepter l'hypothèse nulle. On dit qu'on ne la rejette pas. On ne la rejette pas et on ne conclut pas. D'accord? Je vous ai fait cet exemple exprès. Voilà, 30%, c'est très élevé comparé à 5%. Je suis bien d'accord. Mais on ne dit pas qu'on accepte l'hypothèse nulle. Non, on dit on ne rejette pas l'hypothèse nulle et on ne conclut pas. Je ne tire pas de conclusion. D'accord? Parce que ça se pourrait que ce test n'a pas pu détecter une différence à cause de la taille de l'échantillon. Je ne vais pas aller en profondeur. Je m'arrête ici. Tout ce que je vous dis, lorsque P est supérieur à 5%, on ne dit pas
on accepte l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, on l'accepte jamais, mais on dit, on ne la rejette pas. Voilà, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Point à la ligne. Vous pouvez vérifier ça sur votre cours de test statistique. C'est bon? Non, 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 je ne parle pas de bilatéral ici. D'accord? Je ne parle pas de bilatéral. On ne dit pas on accepte l'hypothèse nulle, on dit on ne rejette pas l'hypothèse nulle et on ne conclut pas. On ne peut pas conclure. On dit il n'y a pas une différence significative je dis qu'il n'y a pas une différence significative entre les deux moyennes, par exemple, mais je ne tire aucune conclusion. C'est bon? Alors, je vais chercher une autre table. Vous avez la table du Q2, c'est pareil, hein, le même principe. Hein. La table du Q2 aussi utilise les DDL. D'accord? Ici, vous avez les DDL. Ici, tout ça, ce sont les valeurs du Q2. Ça, c'est le 0,5. Là, vous avez les alpha. Vous avez une valeur du Q2 par rapport à une DDL. Vous allez chercher alpha qui lui correspond. C'est clair? Alors, je pense que j'ai terminé. Vous avez deux séries statistiques. Hein. Je vous ai donné deux séries statistiques. Il y a la série 6. Voilà, je vais vous montrer. Alors, là, j'aurais souhaité qu'on fasse ensemble ces séries statistiques avant qu'on ferme, mais malheureusement, on n'a pas de temps. Hein. J'aurais voulu les corriger avec vous. Mais pour les gens qui sont intéressés, je vous ai laissé le web. D'accord. Voilà, il y a la série 6 que vous allez appliquer et vous avez également la série 7, voilà, avec les corrigés-types. En principe, ça doit être facile. Voilà. Vous pouvez, moi, ce que je vous conseille, du moment que vous avez les corrigés-types, vous allez les faire tout de suite. Hein. Vous allez les faire tout de suite. Après les cours que nous avons fait, ces deux derniers cours, puisque ce sont des séries statistiques qui portent sur les tests statistiques que nous avons vus ensemble. Et comme ça, à la rentrée, on va faire d'autres exercices en présentiel, toujours sur les tests statistiques. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez des questions, vous avez besoin de renseignements sur la plateforme e-learning, c'est facile. Hein? C'est le nombre de lignes moins 1 qu'on multiplie RF à la fin. Vous demandez comment calculer les DDL. Les DDL dans le test du Q2. C'est le nombre de lignes moins 1 qu'on multiplie par le nombre de colonnes moins 1. Voilà. C'est clair, Rafa? C'est le nombre de lignes moins 1 que multiplie le nombre de colonnes moins 1. Moi, ce que je vous conseille, de prendre les deux séries que vous avez et de les faire tout de suite. Comme ça, vous allez retenir. Et à la rentrée, on va faire des TD. On va faire d'autres TD, toujours sur les mêmes cours. Donc, je reprends. Sur la plateforme, le e-learning de la fac de médecine, dans le programme, vous avez mon adresse email. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me contacter par mail et vous pouvez également contacter la chargée de TD si vous voulez bien. Mais j'aimerais bien que vous me mettiez en copie. Comme ça, je comprendrai votre question. D'accord? Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Comme ça, on termine. Hein? Dites-moi. C'est bon, c'est clair? Vous n'avez pas de questions? On ferme? Alors, ok. Alors, je vous dis bonnes vacances. Voilà, je vous dis bonnes vacances et portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Allez, bien.